Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire de l'actualité insécurité dans le Saloum. Le fameux 4-4 fait parler de lui. La nouvelle attaque a eu lieu au village de Ide Mouride, mais les malfaiteurs ont fait face à la forte détermination d'un gardien. Un des assaillants a d'ailleurs été grièvement blessé. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar va vers des lendemains troubles, en plus des menaces de grève brandies par les enseignants et le personnel administratif. Les retraites de certains professeurs inquiètent les autorités. Leur filière risque de ne pas trouver preneur. Et puis en sport, le Sénégal ne sera pas au rendez-vous du CHAN 2018. Les Lions viennent d'être sortis par la Guinée. Les hommes de Moustapha Seck ont été humiliés par le Sili local. Score 5-0. La page internationale et la revue africaine également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nous à quelques jours de la Tabaski. Le 4-4 de la peur refait surface à Kaolack. Dans la nuit de mardi à mercredi, 5 voleurs à bord de ce véhicule ont attaqué un magasin dans le département de Koungheul. Un des assaillants a été grièvement blessé. On va y revenir avec notre correspondant Al-Hassan Ba. La Tabaski 2017 sera célébrée dans la division par la communauté musulmane du Sénégal. Une célébration à deux vitesses que déplorent de nombreux Sénégalais, même si certains ne désespèrent pas de voir les musulmans fêter l'Aïd el-Kébir dans l'unité. Suivant ce Vox Pop réalisé par Mamou Gassama. La fête de la Tabaski, il est bien préférable que ça soit vraiment qu'on le fête ensemble. Et alors il n'est pas préférable que certains vont fêter ce jour-ci, d'autres vont fêter d'autres jours. Donc moi, je préfère vraiment que tout le Sénégal fête la Tabaski ensemble. Célébrer la fête de Tabaski dans la division n'arrange aucun Sénégalais, mais on n'y peut rien, chacun a sa manière de comprendre les choses. Et situation oblige. Chacun doit pratiquer ce qu'il en veut. Donc c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème là. C'est l'État qui devait prendre ses responsabilités avec les marabouts. Faire de sorte que les choses avancent comme on le veut. Mais comme ça, chacun pratique ce qu'il veut. C'est très simple. Chaque fois que ça se reproduit. Donc c'est l'État qui devait prendre ses responsabilités pour gérer ça, comme en Gambie, comme en Arabie Saoudite. C'est très simple. Le mieux c'était qu'on fait tout ensemble un jour, on le célèbre. Si vraiment l'État a une part de responsabilité par rapport à ça, et vraiment, il doit aussi agir, il doit aussi vraiment en parler, et vraiment faire une concertation avec les guides religieux, les tenants de la religion, vraiment pour voir est-ce qu'ils vont fêter ça en une journée. Les hommes religieux doivent s'entendre, doivent vraiment être ensemble. Alors, parce que ce sont nos guides. S'ils ne s'entendent pas, nous-mêmes, nous aussi, on ne peut pas s'entendre. Donc, il faut vraiment que ce guide-là vraiment soit soudé, soit vraiment ensemble, et alors pour que tout le Sénégal puisse être ensemble. Le fait de Tabaski ne fait que retarder le pays. Notre souhait est que tous les Sénégalais célèbrent la fête de Tabaski et la fête de Korité le même jour. Autre aspect de l'actualité, le personnel administratif de la faculté de droit est monté au front pour dénoncer les lenteurs notées dans les travaux de réfection de l'amphithéâtre. L'administration sollicite d'ailleurs l'intervention de l'État avant la rentrée scolaire 2017-2018. Je vous propose d'écouter le doyen de la faculté de droit, Mamadou Lamine Badji. Il est au micro de Khadisila. C'est un défaut du respect du cahier des charges. Parce qu'en vérité, il y a une entreprise qui a été sélectionnée à la suite d'un plan de passation des marchés. Et une fois que l'entreprise a été adjudicataire de ses travaux,
s'était engagé à les réaliser dans un délai de 8 mois. Au moment où nous parlons, nous entrons dans le 20e mois. Les dégâts aujourd'hui, vous les avez constatés, sont énormes. D'une part, il y a pratiquement au niveau de la salle de documentation un problème d'étanchéité que nous n'avons jamais connu auparavant. C'est pour des milliers de personnes, parce que les amphis accueillent beaucoup de personnes qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Les toilettes ne sont pas disponibles, la salle de documentation ne l'est pas non plus. À cela s'ajoute le fait que pendant que les travaux s'effectuaient, il y a un chapiteau qu'on a construit. Mais le chapiteau, il ne répond pas à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, à cause des pics de chaleur, nous sommes dans une période hivernale. Les étudiants qui font cours ainsi que les collègues suffoquent à la chaleur. Il y a une chaleur suffocante, ce qui fait que les gens tombent en syncope. Il faut qu'on puisse véritablement dire qu'est-ce qui bloque. Je vous l'annonçais en titre, l'enseignement supérieur va vers une nouvelle paralysie et pour cause, les enseignants menacent d'aller en grève pour réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires. À cette situation, il faut ajouter les départs à la retraite de certains professeurs dont les spécialités sont assez rares. Les explications dans le dossier éducation de Abdou Khoudous Diallo. Après une année scolaire apaisée, l'enseignement supérieur du Sénégal risque de renouer avec les grèves. À l'origine, le non-paiement des heures supplémentaires. Les collègues ont fait des heures supplémentaires, ils sont pliés à 4 pour normaliser l'année. Et on se retrouve à justement que l'université n'arrive pas à payer ces sommes dues-là. Il y aura un sitting au niveau du rectorat pour exiger le paiement de ces sommes-là. Donc vous voyez, et ça c'est frustrant. L'autre, c'est une vidéo, la sortie du ministre de l'Enseignement supérieur à Saint-Louis et qui critique sévèrement une UFR. Il a pris la responsabilité de dire qu'il ne va même pas orienter de bachelier dans cette UFR-là. Je crois qu'il est en train de commettre une grande erreur. Parce que ça veut dire que si, en fait, il persiste dans ça, dans cette logique, la hache de guerre sera encore déterrée entre lui et le SAES. Pourtant, toute une vie de sacrifice de ces professeurs titulaires d'université qui se retrouvent avec une pension misérable à la retraite. Alors la retraite, c'est une situation assez bizarre parce que généralement ça c'est fait pour permettre à quelqu'un de se reposer, mais ici la retraite est envisagée avec appréhension par les enseignants. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est à la retraite, on perçoit, disons, je me demande s'il faut dire le quart de ce qu'on avait. Parce qu'un enseignant de rang magistral, on vous dit que la meilleure retraite ne dépasse pas 350 000. Donc ça signifie que on passe beaucoup de temps à cogiter ou à se poser des questions de dépenses quotidiennes comme Gorgorlou. D'où l'inquiétude sur l'avenir de certaines spécialités comme l'égyptologie affectée par ces départs à la retraite. Les professeurs titulaires, les maîtres de conférences, qui sont les seuls à pouvoir encadrer les masters et les doctorats, vont partir à la retraite et ne pourront pas être remplacés par les assistants ou les maîtres assistants qui ont été recrutés en nombre insuffisant. Autrement dit, avec le départ à la retraite de ces gens-là, nous risquons de manquer d'encadrement au niveau des masters et des doctorats. Pour moi qui suis égyptologue, c'est encore plus flagrant, plus grave, parce que on sait que Cheikh Anta s'est battu sa vie durant pour qu'on ait une école d'égyptologie autonome. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que mon collègue qui a été recruté 1 an avant moi, le professeur Babacar Sall, est parti l'année dernière. Moi, je vais partir l'année prochaine. Donc en égyptologie, il n'y aura plus d'enseignants de rang A. Cela va nous amener à devoir retourner en France, donc renouer avec la domination des Français
pour pouvoir faire notre formation d'égyptologue, ce qui est une catastrophe. Cheikh Anta Diop risque de se retourner dans sa tombe si cela devait arriver un jour. Pour pallier ces cas de malaise qui frappent presque tous les départements de l'UCAD, les syndicalistes préconisent. C'est comment relever le taux de cotisation. Parce que nous, on l'a toujours dit, on veut cotiser plus pour avoir une meilleure retraite. Qu'on abroge l'écrêtement qui nous est appliqué. Donc l'écrêtement, c'est en fait un système qui permettait de prendre une somme de la pension des retraités de l'enseignement pour le reverser à d'autres indigents. Mais depuis 2000, ces indigents n'existent plus. On va instituer un fonds intergénérationnel. C'est-à-dire ceux qui sont en actif vont cotiser, vont faire de l'argent pour ceux qui sont partis ou en instance de partir. On dit à ceux qui veulent prolonger qu'on puisse prolonger l'âge de leur activité. Pas de contrat, parce que le contrat, il y a vraiment beaucoup d'enseignants n'en veulent plus. Alors qu'on puisse augmenter l'âge de la retraite pour ceux qui en veulent. Une lente progression avant d'accéder au rang de professeur titulaire universitaire. À l'État du Sénégal donc de trouver une parade de gestion de la carrière de ces rares profils qui vont en retraite pour la survie de nos universités. Voilà pour le dossier éducation signé Abdou Khoudous Diallo. Il est désormais interdit au Sénégal de fumer en public ou de vendre du tabac aux mineurs. Pourtant, ni cette nouvelle loi ni les campagnes de sensibilisation ne semblent dissuader les fumeurs, même si beaucoup d'entre eux souhaitent arrêter. Voici leur réaction au micro de Rokhaya Ndour. Pour moi, les affiches et panneaux n'ont rien impacté sur la population. Je pense que la question ne se situe pas là. C'est juste un problème d'éducation de base. Pour interdire aux enfants de fumer, ce ne sera pas facile. Un jour, j'ai vu un homme qui disait que même si le paquet de cigarettes coûtait 5 000 francs, il va l'acheter. Certains peuvent abandonner grâce aux affiches ou panneaux publicitaires, d'autres non. La cigarette est quelque chose qu'on ne peut pas laisser du jour au lendemain, mais je sais que c'est pas bon pour la santé. La cigarette n'est pas bonne, elle engendre beaucoup de maladies, surtout pulmonaires. On doit l'interdire définitivement pour que les populations n'y aient pas un accès. Il y a beaucoup de panneaux et affiches, n'empêche que la cigarette circule toujours dans ce pays et sur le marché sénégalais. Nous qui fumons, on en sait quelque chose et c'est pas bon pour notre santé, surtout chez nous qui pratiquons parfois le sport. La cigarette a des effets néfastes pour la santé de l'individu. Elle provoque le manque d'appétit et même des courbatures le matin. Je regarde les panneaux, je sais que c'est pas bon de fumer, mais arrêter de fumer, c'est pas facile. En cette période d'hivernage, les mécaniciens ne se plaignent pas, bien au contraire, ils se frottent les mains. La pluie cause beaucoup de dégâts sur les véhicules. Du coup, de nombreux automobilistes sont obligés de faire un tour chez le garage. C'est le reportage du jour signé Fatou Bintou Diouf. Après la pluie, c'est le beau temps. Un adage que les mécaniciens ont si bien compris et pour cause, les averses qui sont tombées sur la capitale justifient leurs affaires. Alhamdulillah, on se frotte bien les mains en cette période hivernale car avec la pluie, certaines voitures tombent plus souvent en panne et les pannes les plus fréquentes sont au niveau des plaquettes et des organes. Les affaires marchent bien, les voitures prennent de l'eau et cela a des risques sur les moteurs. Pourtant, ces mécaniciens sont confrontés à beaucoup de problèmes liés à l'insalubrité. Actuellement, on est confronté à toutes sortes de problèmes à cause de l'hivernage. Mais on est obligé de faire avec, sinon on risque de rentrer à la maison les poches vides. On ne peut pas rester oisif. Il faut que l'on travaille même sous la pluie. On est obligé de travailler, sinon on va se mordre les doigts. On n'a pas d'autre choix. C'est dommage, mais nous sommes obligés de vivre avec. Nos garages sont tout le temps inondés. On est obligé de patauger dans les eaux, pieds nus, sinon on risque de ne pas travailler.
Ce taximan venu réparer sa voiture ne décolère pas. Avec l'hivernage, franchement, nous galérons. Nous vivons un calvaire. On est tout le temps chez les mécaniciens, les routes sont impraticables. Il suffit de patauger dans les eaux et le moteur tombe en panne. Franchement, on a beaucoup de problèmes avec nos voitures. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, n'est-ce pas? Ces corps de métier constitués par les mécaniciens, tôliers, électriciens, entre autres de l'informel, se frottent les mains en ces périodes hivernales. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène au Tchad, au Yémen, mais nous commençons par la Libye où au moins 11 personnes ont été décapitées dans une attaque, une synthèse de Issatine. En Libye, au moins 9 soldats et 2 civils ont été décapités dans une attaque contre une position de l'armée nationale libyenne. L'attaque a eu lieu à l'aube dans la région de Doufra, au sud de Tripoli. Elle n'a pas été revendiquée, mais le colonel Ahmed Al-Mesmari, porte-parole de l'armée nationale libyenne, l'a attribuée à l'organisation État islamique. L'armée nationale libyenne s'était emparée début juin de cette région qui compte notamment une base militaire aérienne. Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar accusent leurs rivaux de terroristes. Au Yémen, au moins 30 personnes ont été tuées ce mercredi dans la région de Sanaa dans une série de raids aériens attribués à l'aviation de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Les bombardements ont touché un hôtel au nord de la capitale. Les frappes visaient des barrages de sécurité aux alentours de la capitale tenus par les rebelles chiites houthis. Des civils déplacés par la guerre figurent parmi les morts. Déchirés par la guerre depuis 2 ans, le Yémen est divisé entre le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et ses alliés et les rebelles houthis, alliés des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Au Tchad, le ministère des Affaires étrangères Hissène Brahim Taha a annoncé ce mercredi la fermeture de l'ambassade du Qatar à N'Djamena. Les autorités tchadiennes affirment que la décision a été prise en raison de l'implication continue de l'État du Qatar dans les tentatives de déstabilisation de son territoire à partir de la Libye. Le personnel diplomatique qatarien a 10 jours pour quitter le pays et le Tchad va aussi rapatrier son personnel diplomatique en poste à Doha. Le Tchad avait déjà rappelé son ambassadeur à Doha pour consultation le 8 juin dernier, s'alignant ainsi sur la position de l'Arabie Saoudite dans le bras de fer diplomatique qui l'oppose au Qatar. Parlons sport et je vous le disais d'ailleurs en titre, le Sénégal ne sera pas au rendez-vous du CHAN 2018. Les Lions viennent d'être sortis par la Guinée. Les hommes de Moustapha Seck ont été humiliés par le Sili local, score 5-0. Les détails dans ce récit de Nafi Amarfal. La Guinée confirme son statut de bête noire du Sénégal dans cette compétition du CHAN. Après avoir barré la route au Sénégal pour le CHAN 2016 au Rwanda, le Sili local remet le scénario et élimine les Lions locaux sur un score sans appel 5-0. Un exploit réussi grâce à un triplé de Amadou Sékou Camara, Ibrahima Ndiaye et Sori Sankou. Pourtant, la Guinée a raté un penalty à la 2e minute. N'empêche, elle barre encore la route au Sénégal pour le CHAN 2018, prévu au Kenya. 3 éditions successives de cette compétition biennale auquel le Sénégal ne sera pas présent. Sa dernière participation remonte à 2011 au Soudan. Une 3e élimination aussi par un pays limitrophe. La Mauritanie avait éliminé le Sénégal lors de l'édition 2014. Pour rappel, le Sénégal avait éliminé la Sierra Leone au premier tour. Pour ce dernier tour qualificatif, l'équipe locale avait réussi une bonne option à domicile en battant la Guinée 3-1. Un score insuffisant pour la manche retour. Suite au report du match à cause d'intempéries, le Sénégal prend tout l'eau du stade du 28 septembre à Conakry et rate encore une édition du CHAN. Afrobasket Dames 2017, le Sénégal rencontre le Nigeria à 20h45 pour la 5e et dernière journée des phases de poule. Une rencontre de prestige pour les deux équipes qui, depuis le début de la compétition, n'ont pas enregistré de défaite. Les temps forts de cette rencontre à suivre dans nos prochaines éditions. On passe maintenant à la dernière étape de ce journal, la revue africaine. Une présentation de Safiatou Sissé.
Soir. Guinée, 2 membres du gouvernement limogés par le président Alpha Condé, informe africaguinée.com. Le site souligne qu'un décret signé ce mardi 22 août 2017 démet de ses fonctions le ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de la pêche et de l'économie maritime. À la tête de la diplomatie guinéenne, c'est désormais Mamadi Touré, ambassadeur permanent de la Guinée auprès des Nations Unies. Il remplace Makale Camara au ministère de la pêche et de l'économie maritime. André Loua a été remplacé par Frédéric Loua qui était jusque-là directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale, écrit Tierno Sadou Diallo pour africaguinée.com. Manueb, quant à lui, revient sur les nouveaux combats du camp du non après la suspension de la révision constitutionnelle. À peine la suspension de la révision constitutionnelle savourée, le camp anti-Abana touche pas à ma constitution semble déjà se tourner vers l'avenir en se trouvant à de nouveaux combats. En tout cas, c'est le vœu du chroniqueur Youssouf Mohamed Bachili d'Iras Bach qui fut encore une fois le plus applaudi samedi lors du meeting de l'opposition. Il a cité Bob Marley avant d'affirmer « Nous avons gagné une bataille, n'est pas la guerre, le combat continue. Le combat sera désormais contre la corruption, pour le développement, mais aussi pour la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Incontestablement, il aura fallu au président Ibrahim Boubacar Keïta un courage politique pour surseoir à l'organisation de ce référendum sur le projet de nouvelle constitution, et ce contre l'avis des faucons de son camp, ajoute le site. IZF de son côté annonce que 4 membres d'un comité de vigilance ont été tués mardi soir dans un attentat suicide dans une localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. A rappelé qu'au Cameroun, la région de l'extrême nord est confrontée depuis plusieurs semaines à une résurgence d'attaques attribuées à Boko Haram après des mois de relative accalmie. Le site rapporte également que le 5 août, 8 civils ont été tués dans un attentat dans le village d'Urokesum à 2 km d'Amchidé. Mi-juillet, 15 civils avaient trouvé la mort dans un double attentat suicide à Ouaza, à une 50aine de kilomètres d'Amchidé, également proche de la frontière nigériane. Feu de forêt, plus de 31 000 hectares calcinés en Algérie, annonce El Watan et nos confrères algériens de soutenir que ces catastrophes naturelles, souvent provoquées par la main de l'homme, les feux de forêt ont transformé durant cet été le quotidien des Algériens en un véritable enfer. Selon les différents bilans de la Direction générale des forêts et de la Direction générale de la protection civile, plus de 2100 incendies de forêt ont été comptabilisés depuis le début du mois de juin, ajoute Asma Bersali. Maroc, les chiffres alarmants des violences faites aux femmes, titre Jeune Afrique. Selon le site, la vidéo choc diffusée dimanche 20 août de la jeune fille agressée sexuellement dans un bus a imposé sur la scène médiatique un sujet tabou au Maroc. Les chiffres le montrent, les agressions contre les femmes sont monnaie courante et sont même en augmentation, confient nos confrères. Togo, il va falloir que Faure Gnassingbé écoute son peuple et quitte le pouvoir, déclare des Togolais sur RFI, des propos rapportés par icilomé.com. Le site annonce que dans l'émission Appel sur l'actualité sur RFI, mardi, des Togolais se sont prononcés sur la répression des manifestations du PNP samedi 19 août dernier et sur la nécessité de faire les réformes avant qu'il ne soit trop tard. Réaction des Togolais dans l'émission de RFI Appel sur l'actualité, à lire dans icilomé.com. Fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site wolfnet.com. Excellente soirée à tous.